Madame la Présidente, merci de votre intervention. Merci de votre venue à Nantes. Cédric Ras, je suis universitaire à Nantes et président du comité scientifique du Congrès. Je voulais vous poser une question alors qu'on a parlé beaucoup du passé. Vous nous avez dit comment ça marchait avant. Chacun des intervenants ont pu nous raconter quels étaient les rapports jusqu'à aujourd'hui entre la HAS et notre communauté. On a parlé d'aujourd'hui, de vos annonces d'aujourd'hui. Je voudrais vous demander si on doit vous réinviter dans 3 ans, dans 5 ans, à ce congrès. Qu'est-ce que vous souhaiteriez nous constater avec nous et sur vos actions et sur l'évolution de notre relation? Oui, ça marche. Merci de votre question, qui est excellente, parce que voilà, ce qui compte, c'est ce qui va se passer. Mais je pense que vous ne devriez même plus avoir besoin de m'inviter. Ça devrait couler de source que nous travaillions ensemble. C'est-à-dire que vous seriez tellement partie prenante de nos travaux. Alors, je vais à d'autres congrès de temps en temps de spécialistes, mais je dirais qu'en tout cas, la question que nous nous posons, existentielle pour vous et pour nos relations que nous nous posons aujourd'hui, j'espère bien qu'elle sera complètement dépassée. C'est-à-dire que, d'abord, la confiance sera revenue, de façon à ce que vous puissiez, vous engager dans ces travaux communs en sachant que votre rôle est spécifique et pris en considération. Et en sachant que, voilà, maintenant, je ne vais pas être démagogique, un groupe de travail, c'est un groupe de travail. Il y a d'autres opinions et je crois qu'il est important aussi que vous vous confrontiez à ces autres opinions. Et en particulier, j'insiste beaucoup là-dessus, à celui des usagers. J'espère, et nous travaillons aussi beaucoup là-dessus à l'HAS, que l'intégration des usagers, des patients, dans tout ce que nous élaborons ensemble, parce qu'encore une fois, rien ne sort de la HAS qui n'ait été co-construit, l'intégration des usagers sera devenue bien plus massive qu'elle l'est aujourd'hui. Parce qu'eux aussi se plaignent. Quand on leur demande un avis sur un médicament dans une commission réglementée et qu'ils n'ont même pas le dossier, alors que certains d'entre eux sont tout à fait capables de lire une étude clinique. Donc je crois qu'ensemble, professionnels de premier recours, il faut autres spécialistes, il faut que la HAS soit le lieu où vous travaillez avec des moyens que l'institution a et qu'elle peut mettre à votre disposition et qui garantissent la légitimité de tout ce qui en sortira et qui permet d'avancer dans un monde où, honnêtement, la médecine va très vite. Alors, peut-être votre question va plus loin. Est-ce qu'il faut un collégien libéral à la HAS? J'en suis convaincue. C'est pour ça que... Alors, libéral, médecin généraliste, vous savez, les places sont limitées. Et en particulier, il y a les collégiens doivent assumer une commission réglementée, les commissions d'évaluation des médicaments, des dispositifs, etc., des vaccins, de la vaccination, la commission sociale et médico-sociale, qui demandent des profils assez figés. Donc, c'est vrai que ceci associé à des règles du jeu éminemment complexes où une double parité doit être respectée, parité par les 4 nominations ministres, parité à l'intérieur du collège, etc. Les choses ne sont pas toujours aussi simples qu'on le voudrait. Mais en tout cas, et ce ne sont pas que des mots, je crois que nous trouverons les moyens, quels qu'ils soient, pour que votre place soit évidente dans cette maison. Oui, j'ai une question. Oui, bonjour. Mon nom est France Légaré, médecin de famille. C'est comme ça qu'on s'appelle au Québec. Ville de Québec, Université Laval, enseignante, intéressée à la décision partagée. Je voulais vous dire que je suis épatée, ébahie. Je voulais vous féliciter tous pour ce que je viens de voir. J'aimerais qu'on ait quelque chose de similaire au Québec. Ce qui m'amène donc à j'espère, à faire un souhait qu'il y ait des collaborations avec le Québec, puisqu'avec le Québec, il y a l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, qui ressemble beaucoup dans les mandats à ce que je viens de voir ici. Et aussi, on a les mêmes difficultés que j'entendais. Alors, je voulais juste souhaiter qu'on puisse peut-être faire des collaborations outre-Atlantique entre le Québec, les médecins de famille, les médecins de médecine générale et votre organisation, mais nos organisations. Là, je voyais l'infrastructure que s'était donnée le Collège de médecine générale.
Je crois qu'il devrait y avoir aussi une structure pour les collaborations outre-Atlantique avec les collègues francophones. Merci. Merci infiniment. Je vais vous répondre. Depuis que ça va bientôt faire 2 ans que je suis à l'HAS, un de mes premiers objectifs a été, j'ai réussi en juillet dernier, à faire mettre dans la loi une mission internationale pour la HAS, parce que vous savez que nous ne pouvons pas dépenser un denier pour des missions autres que celles qui sont dans la loi, et c'est bien, ou dans les décrets. Donc ça, c'est important. Et deuxièmement, que nous avons, et nous sommes en train de renforcer une collaboration avec le Québec. Mes équipes y partent la semaine prochaine et j'y vais le 13 décembre. Donc vous avez aussi beaucoup à nous apprendre. Oui. En fait, juste une petit commentaire. Ça aurait été préférable de venir l'été parce qu'il fait très, très froid présentement. Désolée. On reviendra. Merci de me donner la parole. Katia Mazalovic, Dijon. Madame la présidente de la HAS, merci pour votre intervention. Alors, vous nous parlez du travailler ensemble, qui est quelque chose qui est très cher à notre profession de médecine générale. Depuis longtemps, nous nous investissons dans le travailler ensemble, dans la pluriprofessionnalité. Et c'est l'objet de ma remarque et du questionnement qui va avec. Pour inclure la médecine générale dans les propositions, il faut aller au-delà des mots du travailler ensemble et aussi s'intéresser à la méthode. Je m'explique. En tant que généraliste, il m'a été déjà proposé de venir travailler à la HAS. Je pense que je fais partie des médecins généralistes motivés, je me forme, je viens en congrès, je paie ma place, je ne me fais pas inviter par l'industrie pharmaceutique. C'est normal. Mais il nous est difficile, aussi motivés soit-on, de venir participer à un travail à la HAS lorsqu'on est convoqué 15 jours à l'avance, qu'il faut laisser son cabinet. Et même si je travaille en Bourgogne et que ça n'est pas si loin de venir en région parisienne, c'est pas simple de s'organiser, de trouver un remplaçant. Donc il faut, je pense aussi qu'on échange là-dessus et qu'on trouve des moyens de corriger ces petites difficultés. Vous avez raison, le diable est dans les détails. Et c'en est pas un. Parce que en effet, vous ne pouvez pas, surtout en ce moment, laisser vos cabinets du jour au lendemain. Alors, c'est vrai, vous avez raison que ça passe par l'anticipation. Nous avons déjà eu ce problème pour la certification des établissements, où les collègues, nous voulons qu'il y ait également des médecins de soins primaires, des libéraux, spécialistes d'organes, etc., dans les experts visiteurs pour la certification des établissements, parce que quand on parle de coordination, je crois qu'ils y ont vraiment leur place. Et on nous a répondu pareil, mais attendez, 3 semaines par an, il faut faire, comme il y a une formation à faire, il faut donner 3 semaines à la HAS pour faire des visites de certification, ça ne va pas la tête, quoi. Alors, on a changé de braquet et grâce à la méthode des patients traceurs, nous avons proposé à des professionnels de santé de ne participer qu'à 1, 2, 3, quelques visites, le nombre qu'ils souhaitent, visites et méthode patient traceur. Donc, ils peuvent se dégager 1 journée, 2 journées, 3 journées par an pour faire ce travail qui est vraiment précieux pour l'évaluation de la qualité des soins. Et donc, voilà, ça nécessite qu'on en parle. Mais on peut adapter nos process de façon à répondre le plus possible aux circonstances qui sont les vôtres, pas seulement les nôtres. Donc vous avez totalement raison et je me fais fort de retourner vers nos chefs de projet pour porter cette difficulté. Madame la Présidente, bonjour. David Darmon, Université Côte d'Azur. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez annoncé qui nous conforte dans nos efforts. Donc, j'ai eu l'occasion, comme ma collègue, de pouvoir contribuer à certains travaux de l'HAS, notamment dans le centre de ressources pour les soins primaires. Et on a pu expérimenter les difficultés de positionnement que pouvait avoir l'HAS par rapport à toutes les autres institutions des fois. Et je vais... on va dire 2 questions. La principale, qui était,
est-ce qu'il y a un effort qui est fait entre la direction des recommandations et celle des parcours de soins pour qu'il y ait un rapprochement qui soit fait, pour que tout aille dans le même sens et qu'on arrive à définir des fois qui fait quoi dans le système de santé, comment se positionne l'HAS par rapport à ça? Et peut-être une autre orientation. Donc là, on part sur des recommandations de la prévention du risque cardiovasculaire, mais on peut voir que chez certains de nos collègues francophones, on a des recommandations qui sont orientées par rapport aux plaintes des patients. Vous avez dit que les patients étaient impliqués de plus en plus dans l'élaboration des recommandations. Je pense que même sur le sujet des recommandations, sur les Patient Reported Outcome, comme on dit chez les anglo-saxons, et on a des recommandations, par exemple chez nos collègues belges, qui sont sur la fatigue, le symptôme fatigue, et qui sont certainement des recommandations très utiles aux praticiens de médecine générale et de soins primaires. Merci. La première question, c'était... Rapprocher recommandations et parcours de soins. Alors, pour ce qui est des recommandations et des parcours de soins, ils sont, depuis cette année, examinés dans la même commission que je préside, qui est recommandations, parcours, pertinence, indicateurs. Dans une volonté, d'une part, de ne pas rester... Alors, parfois, il faut rester centré sur une problématique qui est un épisode de soins, mais le plus souvent, et de plus en plus, nous souhaitons en effet avoir des recommandations qui s'appliquent plus à un parcours. Cela nécessite beaucoup plus aussi votre intervention, parce qu'un épisode de soins, soyons honnêtes, ils étaient surtout centrés sur des problématiques hospitalières ou de prise en charge hospitalière. Alors qu'un parcours de soins, il va de la prévention jusqu'au retour à domicile et jusqu'à le suivi chronique. Et donc, évidemment, il est beaucoup plus multi-étapes, multi-pro. Il sort totalement des murs de l'hôpital. Sachez que ce n'est pas simple. Des guides parcours et des indicateurs de qualité de ces parcours, nous avons cherché dans la littérature internationale, il n'y a pas grand-chose. Alors, il y a des guides parcours, mais qui ne vont pas jusqu'à cerner les points de difficulté et en faire des indicateurs. Donc, on est en train de faire le travail sur la BPCO, qui est en train de s'achever et qui vient de passer au collège, avec en effet l'élaboration du guide, ou la remise à niveau du guide quand il était un peu vieux, la constitution de groupes de travail est là aussi encore pluripro et avec les patients et les usagers pour y intégrer des indicateurs. Les indicateurs que peuvent produire les patients sont très intéressants et nous sommes en train de sortir un guide méthodologique sur comment les fabriquer de façon pertinente. Mais il ne faut pas se tromper non plus. Ils demandent sur le terrain beaucoup de moyens et beaucoup de temps dans la déclinaison opérationnelle. Il ne s'agit pas seulement de construire les outils, il faut encore ensuite avoir les moyens de les utiliser. Et là, je dois dire que nous sommes en pleine réflexion avec le ministère pour savoir quels seront les moyens déployés après, localement, pour pouvoir se saisir, que ce soit les CPTS ou les professionnels réunis sous peu importe la forme, de ces patient reported outcomes, de ces résultats vus par le patient. C'est vrai pour tous les indicateurs. Donc là, c'est un travail avec les professionnels et les usagers, mais c'est aussi un travail avec le ministère, puisqu'il faut qu'il dégage les moyens pour que non seulement ces outils soient conçus, ce que nous pouvons faire ensemble, mais qu'ils soient appliqués. La deuxième question, rappelez-moi. Sur les recours sur les motifs. Oui, alors sur les motifs de consultation, là encore, les usagers et les CNP peuvent nous saisir. Alors après, nous regardons ce qui est faisable en fonction de ce qui existe dans la littérature. Clairement, en France, et on parlait du Canada tout à l'heure, je pense que sur la décision médicale partagée, ils sont en avance sur nous. Et sur l'élaboration de recours sur des symptômes, où là, les usagers et les patients doivent être absolument intégrés de façon très importante. Ils ont les mêmes craintes que vous. Hein. Quand il y a un usager dans un groupe de travail, tout seul, sa petite voix, il a du mal. Hein. Ils ne sont pas toujours tous habitués à parler en public, etc. Donc là aussi, ça nécessite une présence des usagers et des patients, au-delà de l'opinion. Donc des gens qui savent exprimer une expertise collective, même si c'est une expertise d'usagers ou de patients, au-delà de l'opinion dans ces groupes de travail.
vous pouvez nous saisir en fonction de ce que un chef de projet ou que nous verrons ensemble existant dans la littérature comme support à l'élaboration de recommandations, on ira ou on n'ira pas. Bonjour, Rémi Sonnant de Nantes. Donc, je vais me permettre une question peut-être un petit peu polémique, il en faut une quand même dans ce congrès parce que ça ronronne un peu. Donc, Madame la Présidente, le médecin généraliste voit des patients dont certains sont des malades. Il travaille toujours dans la complexité, c'est-à-dire associant la multifactorialité, l'évolutivité qui conduit à l'incertitude et l'absence de consensus d'experts. Donc ça, c'est une réalité que nous vivons. Vous nous avez dit que vous alliez mettre en place une commission avec des sociologues et des communicants. J'imagine que le travail de cette commission sera pour avoir une analyse compréhensive du phénomène qui conduit à ce qu'une majorité de médecins généralistes ne se retrouvent pas dans les recommandations. Ma question impertinente est la suivante. Comment expliquez-vous que l'HAS ait mis autant de temps à essayer de comprendre pourquoi les médecins généralistes ne comprenaient pas l'HAS? Eh bien, la décision partagée, on a du mal en France et pas seulement dans un cabinet médical, disons-le comme ça. Les débuts de l'HAS, bon, j'y suis depuis 2 ans, donc faites-moi le crédit de ma bonne volonté. Je crois que les choses évoluent à l'HAS également dans les process et dans l'état d'esprit. Ce que je vois, moi, à l'intérieur de la maison, ce ne sont pas des gens dogmatiques. Très clairement, les chefs de projet, les chefs de service de la Haute Autorité de Santé cherchent à comprendre et à faire au mieux au bénéfice des patients. Ils ont chevillé encore des valeurs d'équité du système de soins et je crois que leurs valeurs, vous les partagez et nous les partageons. Pourquoi si longtemps ? Je dis aussi que c'est un jeu qui se joue à 2. C'est-à-dire que votre propre maturité en tant que spécialité scientifique, facultaire, universitaire, qui fait de la recherche, qui pousse à la rationalité, qui pousse à l'evidence-based medicine, votre maturité à vous influe également sur la façon dont des institutions comme la nôtre vous perçoivent. Et je crois que cette maturité, elle arrive aujourd'hui des 2 côtés, dans une demande qui est la vôtre, mais également dans une évidence qui est la nôtre, et que si nous ne faisons pas des recommandations que vous pouvez utiliser, elles ne servent à rien. Et dans ces cas-là, c'est des deniers publics dépensés pour rien. Je suis très soucieuse des deniers publics.